Les amis, bonjour. Nous sommes le lendemain de la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes et la semaine de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et aujourd'hui, on va continuer les lois de Mouktsé, le numéro 6. Le cours précédent, on peut voir sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et on va parler aujourd'hui du concept, ce qu'on appelle, ce qu'on a vu la semaine dernière, Bassis, le Davar à Assur. Qui veut dire quelque chose qui est une base pour les choses interdites. Je vais vous donner des exemples. Quand tu as mis par exemple un ordinateur dans un tiroir, ou tu as mis un porte-monnaie dans un tiroir, ou si tu as mis de l'argent dans un pantalon, est-ce qu'on peut le déplacer Shabbat ou pas? On avait vu ces différents détails la semaine dernière. Et on avait vu une grande différence avec, tout dépend où se trouvait l'objet quand Shabbat y rentre. Est-ce qu'il était déjà mélangé avec des choses permises ou des choses interdites? C'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Pourquoi la définition et pourquoi l'interdiction dépend de quand et où se trouvait l'objet à l'entrée de Shabbat. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Mouktsé? Revenons à ce qu'on a vu depuis le départ. Mouktsé, ça veut dire quelque chose qui est interdit, qui a été Mouktsé, qui a été mis de côté dans la personne de la personne, qui n'est pas prêt à être utilisé. Depuis le départ, j'ai décidé que je ne vais pas l'utiliser. Et les Chachamim, ils ont décidé ça pour te dire que Shabbat, tu dois être occupé seulement avec des choses que tu peux, ou tu vas éventuellement utiliser pendant Shabbat. Maintenant, quand est-ce que je définis quelque chose que j'ai décidé d'utiliser pendant Shabbat? C'est si ça a été mis de côté à l'entrée de Shabbat. Quelque chose qui est à l'entrée de Shabbat, il n'était pas considéré ou il n'était pas fait pour être utilisé, il est mouktsé, il est mis de côté pendant tout Shabbat. Malgré que pendant Shabbat, sa situation, son statut a pu changer et il est devenu éventuellement permis. Le langage que les Chachamim emploient régulièrement dans la Gemara Shabbat page 43, la Gemara Souka page 46, Migo de Itkatse ben Hashmashot, Itkatse le Kuleyoma, qui veut dire le fait qu'il a été mis de côté à l'entrée de Shabbat, il est considéré être mis à l'entrée pendant toute la journée de Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as quelque chose qui est une base, qui a été devenue une base, qui est devenue un porteur de quelque chose d'interdit? Si à l'entrée de Shabbat, cet ustensile était dans une situation, il était considéré d'être une base pour Mouktsé, puisqu'il a été interdit, puisqu'il y a du Mouktsé dessus, donc il continue à être Mouktsé, à être interdit de déplacer Shabbat, même si l'objet Mouktsé a été enlevé de cet objet pendant Shabbat. Vient le Rashi et le Ritva et t'explique que la compréhension et la leçon et la logique derrière cette idée, c'est ce qu'on a dit dans le verset Vaya Bayom Hashishi quand on parle de la manne, le 6e jour, Ve'echinu et Asha Yaviv. On devait préparer, pour se préparer parce qu'on sait qu'il n'y avait pas la manne le 7e jour, d'accord? On ne parle pas seulement de préparer le repas. On parle de Ve'echinu, ça veut dire d'avoir dédié, d'avoir mis de côté, d'avoir décidé de faire en sorte que cet objet dans lequel tu vas utiliser Shabbat, il doit être prêt depuis la veille de Shabbat. Un objet qui à l'entrée de Shabbat, il est moussé, il devient interdit pendant tout Shabbat. Maintenant, la réalité, elle est que la complexité de ces lois, elles sont très très difficiles. Pourquoi elles sont très complexes? De migodéit, c'est-à-dire migo, ça veut dire, j'utilise l'argument en disant que puisqu'il était interdit à l'entrée de Shabbat, il est interdit tout Shabbat. Parce que là, il y a des choses que malgré qu'il n'étaient pas prêtes à être utilisées à l'entrée de Shabbat, depuis le départ, je pouvais dire que pendant Shabbat, je serais amené à les utiliser. Et donc, ça pourrait être considéré éventuellement comme une préparation à l'utiliser pendant Shabbat, même si je n'ai pas clairement dans ma tête, je ne peux pas penser à tout quand Shabbat rentre en disant tous ces objets qu'il y a dans cette armoire, dans cette maison, je vais utiliser, pas forcément. Et donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces lois, parce que c'est presque impossible, comme on a vu la semain dernière, on peut voir sur l'application eTorah, on va voir quelques lois qui sont courantes. On a vu un des exemples les plus courants, c'est l'eau qui coule de la climatisation, ce qui rentre dans les critères de Nolad. Nolad veut dire quelque chose qui est né pendant Shabbat, qui n'existait pas avant Shabbat et qui est né pendant Shabbat. Là, on parle de quoi? D'une interdiction d'un objet qui a été créé pendant Shabbat. C'est vrai que cet objet n'était pas Mouktsé quand Shabbat est venu, parce qu'il n'était pas prêt, ça n'existait pas. Il n'était même pas là, présent. Et la règle qu'on a dit tout à l'heure, qu'un objet qui était prêt et apte à être utilisé pendant Shabbat, il est interdit. Cette interdiction, c'est appelé une interdiction de Nolad, un objet qui est né pendant Shabbat. Un objet qui est couramment amené dans la halakha, c'est un grand débat avec les autorités de Kashrut en Israël aujourd'hui même,
du lait que tu prélèves de la vache pendant Shabbat. Tu as aujourd'hui des autorités rabbiniques qui vont te dire que tu ne peux pas ne pas traire une vache Shabbat. Parce qu'une vache doit être traite, je ne sais pas combien de fois par jour, 2, 3, 4 fois, ça dépend sur les endroits. Mais tu n'as pas le droit de profiter de quelque chose que tu fais Shabbat. Qui c'est qui va traire cet animal Shabbat? Même si on te dit aujourd'hui que tu as des appareils qui sont sophistiqués, automatiques, que les vaches se mettent dans un enclave et ça vient automatiquement ce que tu veux. Tu as certaines autorités rabbiniques qui jettent tout ce lait qui est prélevé pendant Shabbat. Prélevé d'un côté, tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas le vendre non plus à un non-juif parce que tu ne veux pas en bénéficier pendant Shabbat. Donc ils décident de le verser. Certains te trouvent des moyens, trouvent d'après la halakha des situations qu'ils vont vendre des fermes à des non-juifs pendant Shabbat et qu'automatiquement la ferme elle appartient aux non-juifs pendant Shabbat. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est des cas qui se passent tous les jours avec différentes kashrut. Ceux qui vont être considérés mahadrin, ceux qui vont être considérés simples, par exemple Nouva ou d'autres, mais ça va être différent. Maintenant, quelle est l'idée derrière? C'est ce problème-là. Puisque ce lait n'existait pas avant Shabbat et qu'il a été prélevé pendant Shabbat, tu ne peux pas le bousculer, tu ne peux pas le déplacer, tu ne peux pas en profiter. Pendant Shabbat, tu ne peux pas le toucher. Il y a une autre question, comme j'ai dit, la question, on a parlé de la climatisation. L'eau qui coule du tuyau du climatiseur, est-ce qu'elle est interdite à cause de Nolad? Demande est-ce que tu as le droit de la déplacer ou pas. Cette eau n'existait pas avant Shabbat, elle a été créée pendant Shabbat. L'Agmara, je te donne un exemple, l'Agmara Eruvin, page 46, avec la pluie qui tombe Shabbat. C'est la même chose. C'est aussi Nolad, c'est aussi une pluie qui vient d'être née qui n'était pas là avant. Et l'Agmara, on comprend que la raison pourquoi on ne dit pas que c'est Nolad, que la pluie est considérée une pluie qui vient d'être née pendant Shabbat qu'on ne pourrait pas déplacer, parce que les gouttes d'eau de la pluie existaient d'une certaine manière avant Shabbat. C'est pas qu'ils ont été nés, ils étaient dans les nuages. C'est pas que du jour au lendemain, ils ne sont pas tombés, il n'y avait pas les nuages la veille de Shabbat, mais ils existaient, sauf qu'on ne les voyait pas. L'eau de la clim, c'est pareil. Exactement. Et donc, cette chose-là, d'après un certain avis, tu peux le dire sur l'eau qu'il y a dans les nuages, parce que c'est quelque chose de réel que tu vois, mais ils ne sont pas d'accord à dire la même chose avec la clim, parce qu'ils disent que la clim, c'est quoi l'eau de la clim? C'est pas que la clim est pleine d'eau, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. De cette humidité, il y a l'eau qui vient et qui coule, mais c'est pas dire que le climatiseur il est plein d'eau, c'est pas vrai, il n'est pas plein d'eau. Ça c'est quelque chose. La halakha, on te dit qu'on ne veut pas déplacer l'eau, on ne veut pas déplacer cette eau Shabbat, c'est la halakha qui est amenée dans Minchat Shlomo, il y a le Kut Yosef d'après le Rav Avadia aussi, et que c'est considéré comme tous les mouktsé. Très bien, qui veut dire si cette eau, elle tombe dans un récipient, je vais te dire qu'aujourd'hui, dans les clims qu'on a, on n'a pas ces choses-là. Tu vois ça en Israël, avec les tuyaux qui coulent, etc. En général, aujourd'hui, c'est fait d'une manière que tu ne vois même pas l'eau qui coule avec la pompe de relevage, tu viens que ça part à l'extérieur, très bien. Si l'eau qui coule, elle vient, maintenant tu l'as chez toi à la maison, tu as ça en Israël couramment, tu as un seau avec l'eau qui tombe à l'intérieur, etc. Tu ne peux pas utiliser cette eau, tu ne peux pas déplacer le seau, seulement d'après les critères qu'on a vus jusqu'à présent dans le Mouktsé. Le tzorer goufo, le tzorer mekomos, si ça prend de la place, ou si tu veux déplacer ce seau, bref, les différents critères. Prenons le deuxième exemple, qui est un exemple courant qui arrive dans beaucoup de maisons, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'est l'exemple d'avoir des habits que tu as laissés dans la machine à laver ou dans le sèche-linge, qui est en train de fonctionner avant Shabbat. En deux mots, c'est un habit qui est là, que le sèche-linge est en train de se terminer à l'entrée de Shabbat. Et est-ce qu'il est mouktsé? Parce que Mahmat Issou à cause d'une interdiction. En deux mots. Revenons aux critères qu'on a dit jusqu'à présent. Un objet que tu ne pouvais pas l'utiliser à l'entrée de Shabbat, à cause qu'il était en contact avec une interdiction. Il est mouktsé, il a été mis de côté depuis l'entrée de Shabbat, depuis Ben Hashmashot. Et donc, même si l'interdiction n'existe plus une demi-heure après, en deux mots, la machine s'est arrêtée, ouvrir la machine, il n'y a aucune interdiction du fait que tu n'as pas de lumière qui s'allume ou quoi que ce soit. Prenons dans ce cas-là. L'objet il est resté mouktsé parce que pendant l'entrée de Shabbat, on a dit que l'objet, il ne pouvait pas l'utiliser, il était en fonctionnement, etc. Le fameux exemple qu'on a avec ça dans la halakha, parce qu'il y avait une machine à laver à l'époque, c'était un fruit qui était attaché à l'arbre dans ton jardin à l'entrée de Shabbat. Une pomme, une poire, date, cerise. Même si pendant Shabbat il est tombé, ou il a été arraché, il y a du vent qui passe et la cerise qui est tombée par terre, ou des noix ou des fruits, tu n'as pas le droit de le manger pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le déplacer, parce que pendant Shabbat, quand Shabbat est rentré, tu ne pouvais pas le manger. Pourquoi? Parce que c'est la mlacha de kotzer, le travail de couper, le travail de cueillir. On ne peut pas cueillir de fruits pendant Shabbat, Shulchan Siman 324. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu as beaucoup de questions qui découlent de ce sujet-là. Premièrement, tu as oublié d'enlever la lampe qui est en frigidaire. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir en France, on a beaucoup d'endroits dans le monde des frigidaires, chez Darty et chez d'autres, avec l'option Shabbat, comme on a avec Rabat, et c'est magnifique, il faut penser à la mettre en place, etc. Mais tu as oublié d'enlever la lumière dans le frigidaire, et quand tu ouvres la porte, la lumière s'allume. Donc tu n'as pas le droit d'ouvrir la porte du frigidaire, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. Si c'est comme ça, quand Shabbat est rentré,
tu n'avais pas le droit d'ouvrir le frigidaire. Tu ne peux pas utiliser le manger qui est à l'intérieur. Maintenant, une seconde. Maintenant, tu as ouvert la porte du frigidaire sans faire attention, sans faire exprès. Tu n'as pas pensé à ces détails. Ou bien un non-juif, il a ouvert la porte. Une femme de ménage, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Est-ce que le manger qui est à l'intérieur du frigidaire, puisque pendant l'entrée de Shabbat, il était interdit de manger, tu ne pouvais pas en profiter, est-ce qu'il est mouxé ou pas? Le deuxième exemple, comme on dit tout à l'heure, de la veste du linge que tu as dans un sèche-linge qui était en train de fonctionner pendant Shabbat. Maintenant, c'est tout un autre débat. Est-ce qu'on a le droit de laisser un sèche-linge en route avant Shabbat ou une machine à laver? Ce n'est pas le sujet. Il y a certains critères qui permettent. Je ne parle pas dans le débat combien, qu'est-ce qui a été fait. Ce n'est pas de le mettre une minute avant Shabbat. On ne va pas dans ces détails, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. Tu ne pouvais pas prendre les habits quand Shabbat est rentré parce que la machine était allumée. Parce que si tu ouvres la porte, le sèche-linge il s'arrête. Est-ce que les habits sont considérés mouxés tout Shabbat? Ou bien tu as encore une autre chose qui est malheureusement courante en Israël, une porte d'un Aron HaKodesh qui est attachée à un système d'alarme, qui est connecté à un système d'alarme. Malheureusement, il y a beaucoup de vols de Sefer Torah. C'est une des raisons pourquoi en Israël est le seul endroit dans le monde où tu as les coffres forts dans lesquels on met des Sefer Torah dans les synagogues. Certains sont même avec des systèmes d'alarme. Si quelqu'un va venir casser la porte, vouloir... Maintenant... Comment ça marche pendant Shabbat? Ça marche en général sur une minuterie. Que pendant l'heure de la tefila, on sait qu'on fait la tefila en général, ça va être de 10h à 13h, et qu'on lit la Torah de 11h à midi et demi, on sait qu'il y a une minuterie qui va fermer l'alarme, qui fait que tu peux ouvrir la porte et l'alarme ne se met pas en place. Tu es arrivé en avance, tu es arrivé en retard, tu as oublié de mettre l'alarme se met en place. Et donc, pendant que Shabbat est rentré, tu ne pouvais pas ouvrir la porte. Quand tu as ouvert la porte quand Shabbat est rentré, il y aurait eu l'alarme. Est-ce qu'à ce moment-là, le Sefer Torah est considéré mouktsé pendant tout Shabbat, parce que et comme ça tu peux avoir des centaines et des centaines et des centaines de détails et de cas. La réponse à toutes ces questions, elle est écrite dans l'Alacha de Ilchot Yom Tov, l'Ilchot Yom Tov, le Shulchan Aruch, tu as le journal de Moazaken Siman 518. Il dit la phrase suivante. Une maison fermée, qui est pleine de fruits, même si avant, quand Yom Tov est rentré, tu pouvais pas, à le moment de l'entrée de Yom Tov, tu pouvais pas prendre de fruits, parce que tu avais peur de détruire la maison, peu importe comment les fruits étaient emmagasinés, engrangés, etc. On ne dit pas que puisqu'ils étaient interdits, Ben Hashmashot, c'est interdit pendant toute la journée. Parce que le fait qu'ils étaient interdits, Ben Hashmashot, c'est pas qu'ils étaient interdits eux-mêmes. Cet objet en soi n'était pas interdit. Il dépendait d'autre chose qui a fait que cet objet est devenu interdit. Ils étaient dans un endroit que tu ne pouvais pas rentrer là-bas. Et donc c'est pour ça que ça ne les rend pas interdits. Tout le reste. Donc la réponse à toutes les questions de ce qu'on vient de voir, c'est qu'exactement la même chose. Le Sefer Torah n'est pas devenu interdit, puisque le Sefer Torah en soi n'était pas interdit. Il est dans une armoire, que cette armoire qui n'est pas interdite est connectée à un système qui la rend interdite. Mais le Sefer Torah en soi n'est pas interdit. Pareil avec les habits. Et pareil avec l'autre exemple qu'on a amené avec le frigidaire, etc. Un non-juif qui a ouvert la porte, bien sûr que tu peux profiter du manger qu'il y a dans le frigidaire sans problème. On avait fini la semaine dernière, on a vu avec l'argent que tu as laissé dans ton talon, etc. Regardons maintenant la suite, qui est... Donc là, ce qu'on vient de voir en réalité, on a vu les détails par rapport à pourquoi la définition de qu'est-ce qui le rend mouktsé, c'est en fonction de qu'est-ce qui s'est passé quand Shabbat est rentré ou pas. Maintenant, on va voir beaucoup d'autres cas, des cas qui se passent régulièrement dans la maison, qui peuvent mettre cette halakha qu'on a vu, que ça veut dire mouktsé, par un bassiste d'avoir un assour, c'est devenu une base pour quelque chose d'interdit, pour voir, par exemple, la question que tout le monde demande, est-ce qu'un aquarium, dans lequel les gens ont des poissons à la maison, est-ce que c'est considéré, c'est un bassiste, une base, qui tient des choses interdites pendant l'entrée de Shabbat? Les poissons, est-ce qu'un poisson c'est mouktsé pendant Shabbat? Que la réalité elle est que tout celui qui a un aquarium, il ne cherche pas à manger ses poissons, il ne va pas les pêcher. Et donc depuis le départ, quand Shabbat est rentré, tu ne décides pas de pouvoir en profiter. Donc l'aquarium, c'est vraiment un exemple classique de ce qu'on appelle bassis, d'avoir à la source, c'était une base pour des choses interdites. Les poissons, c'est des animaux qui sont mouktsé, Mahmad Goufo, on n'a pas le droit de les toucher. En tant que soit, tu ne vas pas les utiliser, tu cherches rien avec. L'aquarium, il est là pour être une base pour les animaux, pour les poissons. Chaim Nae, il parle de l'aquarium justement dans le Ksat HaShulchan, et il considère l'aquarium comme un objet de beauté dans la maison, qui est là pour décorer la maison. Et donc il te dit qu'un aquarium, c'est un kli shem l'artol haeter. C'est un objet permis, c'est pas un objet que tu as avec à la base un travail interdit. Vient le Shut Yabia Omer de Rav Ovadia et il te dit qu'il n'est pas d'accord avec cet avis.
Et il te dit, pareil, le même problème qu'on a avec des oiseaux. Quand tu as une cage avec des oiseaux, des petits oiseaux qui font du bruit à longueur de journée, est-ce que tu vas les déplacer? Il fait d'après le roche, parce que la halakha est comme le roche, c'est interdit. Il fait la même chose, ce serait avec les poissons. Qui veut dire, le débat ici, c'est quoi? Quand tu parles de tous ces animaux qui sont là, que tu utilises pour, je sais pas, parce que tu t'ennuies, parce que tu veux avoir des animaux dans la maison. Tu n'as aucun bénéfice de ces animaux. C'est juste pas là pour avoir des cris des oiseaux ou quoi que ce soit. Que l'essentiel de la raison pourquoi tu les as dans la maison, ça je sais pas, on ne parle pas maintenant de chiens ou de chats. L'essentiel de la raison pourquoi tu as ces choses dans la maison, c'est ou par la beauté, comme un perroquet ou des choses pareilles, ou la voix. Automatiquement, c'est considéré comme une décoration de la maison. Le Roche, il n'est pas d'accord. Et le Roche, il dit qu'on ne fait pas la différence entre quel type d'animal tu parles. Un animal, c'est interdit, c'est interdit. D'après Chaimna, ça a l'air qu'il ne s'est pas rappelé ou il n'avait pas vu ce Roche, et c'est pour ça qu'il n'a pas mis l'aquarium. Rabbi Ovadia, il te dit dans Yabi Omer que le din de l'aquarium, c'est comme un moukhtse, on ne peut pas le déplacer pendant Shabbat, et c'est comme ça que décide aussi le Rav Moshe Feinstein et God Moshe. Dans Shmirat Shabbat, qui est le Chata du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est l'autre des grands décisionnaires de notre génération, il explique les paroles de Reb Chaim. Là, il est d'accord avec lui. Et il te dit, les poissons, ils sont moukhtse, on ne discute pas. Pourquoi? Parce que les poissons, tu n'as pas décidé de les manger. Personne n'achète ces poissons rouges, je ne sais pas, à 2 cm de longueur, pour faire quoi que ce soit avec. Mais non, quand eux, ils sont maintenant associés à ce bocal ou à ce vase, ou à cet aquarium avec l'eau, ils deviennent partie d'un keli qui est là pour la beauté. Kli l'artolette. Les poissons en soi, tu n'as rien à faire avec. Et donc, si tu mets les poissons dans un verre avec de l'eau pour que les poissons ne meurent pas, effectivement, ce verre, tu ne peux pas le déplacer pendant Shabbat, parce qu'il n'y a rien de beauté dans ce verre. C'est juste que tu voulais les sauver. Ou dans un bol qui puisse tourner, ils font 20 000 tours par seconde. Il n'y a pas de nécessité. Pareil, prendre des poissons de l'aquarium, par exemple, tu veux les faire passer à un autre aquarium pendant Shabbat, ça aussi c'est interdit. Parce que les poissons en soi, ces poissons-là sont moukhtse. Mais un poisson qui est sauté de l'aquarium pendant Shabbat, et qu'il va mourir, on va savoir. Plusieurs décisionnaires te disent clairement que malgré qu'on n'a pas le droit de déplacer du moukhtse, malgré qu'en général on n'a pas le droit de déplacer un moukhtse, même dans un cas que tu as tsab alechaim, s'offrir un animal, mais là dans les poissons de beauté qu'on appelle ça, il y a des avis qui disent qu'ils ne sont pas moukhtse. Et donc, on peut être méquille, on peut être plus léger, surtout que là aussi il y a une souffrance d'un animal. Si tu ne vas pas le remettre dans l'eau, il va risquer de tomber, il va risquer de mourir, tu peux le remettre dans l'aquarium. Donc encore une fois, on a ici différents avis, et c'est quand je parlais dans un autre cours, mercredi dernier, quelqu'un nous a dit par rapport au budget de Shabbat, etc., il n'y a pas une seule avis. Même dans les décisionnaires, entre Ashkenaz et Séfarad, il y a beaucoup de différents avis, il faut savoir avoir la vision large. Parlons des poubelles. Tu as la poubelle qui est un sac poubelle, et tu as la poubelle que tu as dans la cuisine, en général qui est fixe, ou qui est dans un armoire, ou qui est une poubelle fixe, etc. On sait très bien que la poubelle, par définition, les déchets, c'est considéré moukhtse, totalement moukhtse. Donc n'importe quel sac poubelle, ou n'importe quelle poubelle, tout court, c'est un bassis, c'est une base pour quelque chose qui est moukhtse, parce que tu n'as rien à faire avec tous les déchets, etc. Tu n'as absolument rien à faire avec eux. Si à l'entrée de Shabbat, en général, on vide des sacs poubelles avant Shabbat, en général. Si à l'entrée de Shabbat, tu avais du contenu de poubelle dans la poubelle, ça a transformé la poubelle en moukhtse, même si c'était très peu. Même si après tu as vidé la poubelle, néanmoins la poubelle, puisqu'à l'entrée de Shabbat, elle était considérée moukhtse, tu ne peux pas la déplacer pendant Shabbat, même si ça te dérange le passage, ou tu veux le rapprocher de la table, etc. À part, bien sûr, ce qu'on a vu, si tu te rappelles, le fait que s'il y a des odeurs, et qu'à ce moment-là, comme on va voir dans le paragraphe suivant, qu'on a une règle générale, kavod abriot, l'honneur des créatures, et surtout qu'on ne peut pas laisser quelque chose qui est abominable, qui est dégoûtant face aux gens, qu'à ce moment-là on peut le déplacer, on ne parle pas de ça. On parle en temps normal, ça met une poubelle pour poubelle. Deuxième exemple qu'on a vu la dernière fois, et c'est l'exemple le plus courant qu'on en parle régulièrement, c'est les bougies de Shabbat. Le vide d'ordure. Oui. On a le droit de le toucher. Donc, et encore une fois, le vide d'ordure en soi, il n'est pas moukhtse. C'est rien, c'est une porte que tu ouvres et tu fermes. C'est une porte, c'est comme une porte d'un armoire, il n'y a rien dedans. Les bougies de Shabbat. Les bougies allumées sont moukhtse, on ne discute pas, on n'a pas le droit de déplacer une bougie de Shabbat. Quand Shabbat est rentré, les bougeoirs et le plateau sur lesquels étaient les bougies, ils se sont transformés, sont devenus une base automatiquement moukhtse pour tout Shabbat, même si c'est un plateau que tu pourrais utiliser pour autre chose. Et donc, même une fois que les bougies sont éteintes, tu ne peux pas déplacer les bougeoirs, tu ne peux pas déplacer le plateau, puisqu'à l'entrée de Shabbat, c'était considéré interdit. D'après les Sfaradim, ça c'est un point important, s'ils pensaient clairement avant Shabbat, de déplacer les bougeoirs après que les bougies se sont éteintes, tu peux le faire, parce que c'est considéré que les bougeoirs n'ont pas été mis de côté pour tout Shabbat.
Ça, c'est bien sûr dans les bougies une fois qu'elles sont éteintes. Mais c'est pas forcément comme ça dans n'importe quelle base, n'importe quel plateau, etc. Et ça, bien sûr, de quel cas on parle que tu veux déplacer ces bougeoirs quand tu ne parles pas des bougeoirs de bonne qualité ou des bougeoirs qui sont chers. Pourquoi? Parce que ces bougeoirs qui sont chers, tu ne vas pas les utiliser pour faire autre chose avec. Si c'est un bougeoir de mauvaise qualité ou un bougeoir en cristal que tu peux faire utiliser comme un plateau, comme un surélevé, si tu vois des bougeoirs en argent, qu'en général, quelqu'un de normal n'utilise pas ça pour faire autre chose avec, on rentre dans les critères de ce qu'on a vu la dernière fois, Moukhtse, Mahmat, Resrankis. On a vu sur la dernière cours, on peut voir sur l'application, que à ce moment-là, tu ne veux pas les utiliser parce que tu as peur de les esquinter, de peur de l'argent. À ce moment-là, c'est Moukhtse. Ok. Pourquoi les bougies sont Moukhtse? Pourquoi le plateau il serait Moukhtse? Et comment est la manière de pouvoir déplacer un plateau avec des bougies? On sait très bien combien de fois ça arrive que tu pensais avoir 5 invités, finalement tu as 10 invités, tu pensais avoir 3 personnes à table, finalement tu te retrouves avec 10 personnes à table, tu n'as pas de place sur la table pour tout mettre. Et l'idéal, c'est toujours d'avoir les bougies sur la table. Est-ce que, ou les bougies au moins dans la salle où on mange, on sait très bien, on va faire kiddush, etc. Est-ce qu'on a un moyen de pouvoir déplacer les bougies, le plateau des bougies pendant le Shabbat? On avait dit qu'il fallait mettre quelque chose sur le plateau. Quoi, quelque chose? Quand est-ce qu'il faut les mettre? C'est ça qu'on va voir les détails. La règle est que quand tu allumes les bougies de Shabbat, le plateau qui est en dessous, il est ce qu'on appelle un bassis, c'est devant un sourd, qui veut dire c'est une base, il devient une base pour quelque chose d'interdit. Et donc, toutes les conditions de la base, ils sont aussi présents dans ce cas-là. Si tu veux les enlever, tu veux déplacer, une fois que les bougies se sont éteintes, encore une fois, en aucun cas, d'aucune manière, tu peux déplacer une bougie allumée pendant Shabbat. Par exemple, tu veux changer la nappe, tu veux changer le plastique jetable que tu avais en dessous, etc. Tu rentres dans le critère de vouloir déplacer un objet qu'avant Shabbat, il était destiné à ne pas être bougé pendant Shabbat. Mais non, la vérité, c'est que quand tu poses la question par rapport au plateau, tu peux avoir la même question par rapport à la table. La table aussi était une base, un support sur lequel il y avait le plateau, sur lequel il y avait les bougies. Mais non, c'est vrai que la table n'est pas de problème de s'asseoir à côté. Pas de problème de l'utiliser, c'est juste de la déplacer que c'est un problème. Mais en général, les gens ne déplacent pas la table comme ça. Mais disons que tu voudrais déplacer la table, tu as du monde qui est arrivé, tu veux déplacer la table, le mettre contre le mur, ou peu importe. D'accord, la même idée. Tu as le même problème, avant de répondre à la question, tu as le même problème qui se passe avec Hanouka. C'est un problème qu'on a tous les ans, le Shabbat de Hanouka. Tout ce qu'on a l'habitude d'allumer dans la maison, à la porte d'une chambre principale, du salon ou quoi que ce soit. La Hanoukia, elle est sur en général une chaise ou une table. Cette chaise ou cette table est devenue un bassis, une base, un support. Et parfois, c'est pas agréable que ça reste à battre le Shabbat. Donc les bougies de Hanouka, elles durent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le temps que tu as fini de manger, tu allumes à côté de la chambre des enfants, par exemple. Et tu veux qu'ils aillent dormir, tu veux fermer la porte, qu'il n'y ait pas la lumière dans le couloir ou quoi que ce soit. Si les bougies sont déjà éteintes, comment tu peux déplacer la table ou le tabouret ou la chaise sur laquelle il y avait les bougies de Hanouka à l'entrée de Shabbat? La réponse, comment pouvoir on va dire pas contre-attaquer, détourner cette interdiction de bassis, qui est une base militaire c'est la même chose. La réponse, elle est la seule opportunité qu'on a, et la seule option qu'on a, c'est de transformer cette base, ce support, en un support de choses permises et choses interdites à la fois. On va donner un exemple par exemple. Avant l'entrée de Shabbat, tu dois mettre sur le support un objet permis. En deux mots, que ce plateau sur lequel il y a les bougies de Shabbat ne soit pas seulement un plateau où il n'y a que quelque chose d'interdit. Il y a les bougies de Shabbat, mais il y a aussi quelque chose de permis. Automatiquement, dans ces cas-là, la base de support ne les a pas rendus interdits. Même si après l'entrée de Shabbat, tu as enlevé l'objet permis qui était dessus. Pourquoi? Parce qu'on revient à la base qu'on a dit tout à l'heure, que tout dépend de ce qui se passait pendant l'entrée de Shabbat. Et que puisque pendant l'entrée de Shabbat, le plateau était un plateau qui était un support pour quelque chose de permis et quelque chose d'interdit, le fait qu'à l'entrée de Shabbat, il n'était pas interdit parce qu'il y avait quelque chose de permis dessus, automatiquement, tu peux le déplacer, même si tu as enlevé l'objet permis. On va prendre les détails tout de suite, on va voir les exemples. Maintenant, une autre condition. Quel objet? Oui. Pourquoi cette notion de au moment de l'entrée de Shabbat? On vient d'expliquer ça tout à l'heure. C'est comme ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Moukhtse, encore une fois? Le mot Moukhtse, ça veut dire que ça a été destiné, que ça a été placé. Moukhtse, ça veut dire que tu as fixé cet objet à ne pas l'utiliser pendant Shabbat. Par quoi je décide? Comment je peux savoir quand tu l'as fixé de ne pas l'utiliser pendant Shabbat? En fonction de quel était son statut à l'entrée de Shabbat, qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, avant de rentrer dans les détails comment on le fait, la halakha te dit qu'il faut une condition. L'objet permis, ça doit être plus important que l'objet Moukhtse. Si l'objet permis n'est pas plus important que l'objet Moukhtse,
Automatiquement, le plateau, c'est pas parce que tu vas mettre dessus, je sais pas, un chocolat par exemple, dire là c'est un objet permis, non, c'est pas une plus grande valeur. Qu'est-ce qui est considéré plus important que l'objet mouktsé? Le Rivash vient et te dit que ça suffit pas seulement de mettre un objet qui est plus important qu'une simple bougie. Parce que dans la situation actuelle, la bougie elle a une importance. Puisque c'est maintenant que j'ai besoin de cette bougie. C'est ça, avec ça que tu fais la mitzvah de Shabbat, elle a toute son importance. Et donc, l'Admor Azaken te donne une définition très intéressante et il te dit, tu peux mettre du pain que tu as besoin pour Shabbat. Puis, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que tu as besoin des bougies parce que Shabbat est rentré, tu veux avoir les bougies. Mais la challah pour le repas de Shabbat, c'est aussi une mitzvah. Et donc, avec ça, je remplis la condition que j'ai mis un objet plus important que la bougie. On n'a pas dit de mettre un grand pain. Tu mets une petite challah, par exemple, ou une pita, ce que tu as envie, pendant le moment d'entrée de Shabbat. Et après, tu peux l'enlever, il n'y a pas de problème. Mais au moins, au moment d'entrée de Shabbat, le plateau est devenu un plateau qui est permis et interdit. Et à ce moment-là, je peux le déplacer pendant Shabbat. Maintenant, le problème, donc quoi on rentre comme problème, c'est que si tu parles des bougies qui sont des chauffe-plats, et qui sont des bougies que tu as payé 50 bougies pour 2 euros, pas quand tu les as achetées dans un magasin caché où tu as payé 8 euros les 10 bougies, mais tu as payé 50 bougies pour 2 euros, par exemple chez Metro ou ailleurs. Ok, je suis d'accord avec toi qu'en mettant une challah, la challah est plus importante. Mais quand tu parles d'une chanoukia qui a coûté 1000, 2000 ou 3000 euros, peu importe, une chanoukia qui est 100% en argent. Donc quand tu parles des bougeoirs qui sont énormément, qui sont purs et durs en argent, qui coûtent 1000, 2000, etc., parce que tu as mis ta challah qui coûte 50 centimes, ça devient plus important parce que tu as besoin de la challah pour Shabbat, c'est pas juste. Mis à part le fait qu'on a dit tout à l'heure que les bougeoirs en soi sont déjà mouktsé, oublie maintenant allumé, pas allumé. Ces bougeoirs, c'est une valeur monétaire, et c'est une valeur que tu n'as pas envie de perdre, c'est une valeur que tu n'as pas envie d'esquinter, que tu ne peux pas la déplacer pendant Shabbat. Ça ne suffit pas de mettre une simple challah, tu as besoin de mettre quelque chose de plus important. Et par exemple, on te dirait de mettre une montre en or, ou une montre qui, en deux mots, qui a plus de valeur que ces bougeoirs. Ça c'est écrit. Maintenant, même la montre, ça doit être une montre que tu vas utiliser pendant Shabbat. Parce que si tu mets dessus quelque chose que tu ne vas pas utiliser pendant Shabbat, tu n'as pas enlevé le fait que c'est plus important parce que tu as besoin de l'utiliser pendant Shabbat. D'accord? Mais à ça, il y a encore une condition, encore un détail. Qu'est-ce que c'est le problème de la bougie? C'est quoi une bougie? Une bougie, c'est un ustensile dans lequel tu fais rentrer de l'huile et une mèche. Ça, c'est ce qui était à l'époque. Quand tu parles dans le temps de Shulchan Aruch, la Gemara, pas les fioles, les veilleuses, c'était de l'huile et une mèche. Mais dans la Gemara, elle te dit que ce récipient, qui est ce bol, ce vase, cette veilleuse dans laquelle tu mets une bougie et une mèche, ce bol est devenu un bassiste d'avoir un assaut parce qu'il tient la mèche. Donc ce bol devient un support pour quelque chose d'interdit. Écrit la Borazaken qu'il n'y aura aucune permission de déplacer ce bol, même si tu veux mettre dessus quelque chose de permis, comme du pain ou autre chose, parce que la bougie, elle est faite pour la flamme. Et donc, elle est, on va dire, si tu as une bougie sans flamme, elle ne sert à rien. Qu'est-ce qui est le plus important entre la bougie et la flamme? C'est la flamme qui est le plus important, d'accord? Et donc, tout ce cinéma que tu es en train de faire avec le pain, etc., ça va, même si ça peut être plus important que la flamme, au final, c'est la flamme que tu cherches à avoir ici. Donc ça, c'est plus important. Et donc, si c'est un plateau, qu'en règle générale, tu l'utilises seulement pour les bougeoirs, plateau en argent, un plateau que tu as utilisé pour les bougeoirs et rien d'autre, il reste une bassiste d'avoir à sourd, il reste un objet interdit, une base pour les choses interdites, même si tu mets dessus quelque chose de permis. Disons qu'on a arrangé le problème de ce support. On doit toujours se demander la question, comment je vais faire maintenant pour déplacer ce support avec le mouktsé qu'il y a dessus? A priori, on pourrait le faire seulement quand on dit un tiltul minatzad. Qu'est-ce que veut dire un tiltul minatzad? Ça veut dire que tu ne déplaces pas le mouktsé lui-même, tu déplaces le support et le mouktsé se déplace avec. C'est pour ça que tu as besoin de faire attention à 2 points. Premier point, la halakha te dit que tu dois déplacer le mouktsé le plus rapidement possible. C'est-à-dire le basculer, tu prends un plateau, s'il y a quelque chose de mouktsé dessus, tu mets le plateau du côté et que le mouktsé tombe du plateau. Sauf que ici, tu peux pas faire une chose pareille. Parce que si tu vas jeter la chanoukia par terre ou sur la table ou les bougeoirs, tu vas les casser. Bien sûr, à part si tu parles de quelque chose de simple qui coûte 1 euro, c'est pas la même chose. Et dans le cas que qu'on appelle ça, que les bougeoirs, ils sont sur le plateau, en déplaçant le plateau et faire basculer le mouktsé de dessus sur la table, tu n'as rien gagné parce que tu veux la place qui est sur la table, tu n'as pas envie de... Deuxièmement, quand est-ce qu'on te dit que tu peux déplacer tiltul minatzat et tu déplaces un objet permis et au passage l'objet interdit dessus, c'est permis si c'est pas pour l'objet du mouktsé lui-même. Or là, c'est interdit si c'est pour le mouktsé lui-même. Et donc,
Si le but de déplacer la Hanouka, par exemple, c'est parce qu'elle coûte trop cher, tu n'as pas envie que les enfants ils s'amusent avec, automatiquement c'est interdit, parce que tu fais ça pour protéger l'objet mouxé, pas parce que tu as besoin de la place, etc. Dans le cas où tu ne peux pas faire déplacer, parce que c'est un bassis, c'est d'abord à Assour, où Tiltul Menatsa n'existe pas, à ce moment-là, tu peux le faire Tiltul le Goufo, qui veut dire, tu peux bouger la chaise avec ton pied. Tu n'es pas obligé de pousser en portant, etc. Tu ne pourras pas faire ça avec le plateau, mais avec les bougies, avec ton pied, tu pourras le faire. Ça, c'était les différents détails. Comme j'ai dit, c'est toujours, on touche quelques points, mais on peut parler des heures et des heures. Les lois de Shabbat sont très complexes. Et regardons maintenant les autres détails qui sont, est-ce que ce support, il est dans un autre support? Deux cas différents. Ok? Même si cet objet, il est devenu une base pour un autre support, automatiquement, il devient une boucle. Par exemple, on a vu un tiroir dans lequel il y a des cigares ou des cigarettes, que les cigarettes sont 100% interdites Shabbat, il n'y a aucune raison. À ce moment-là, le tiroir, il est considéré un bassis, un support pour le mouktsé. La base est considérée un support pour le tiroir. Pardon, la table, un support pour le tiroir. Et donc la table et le tiroir, ils sont mouktsé de pouvoir les déplacer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit à l'intérieur? On va rentrer dans les détails tout de suite. Est-ce que ça marche aussi pour les chaises et les autres choses? J'espère qu'on a le temps. Si maintenant le tiroir il est attaché à la table et tu ne peux pas le sortir de la table, elle est considérée inférieure à la table. Si tu as mis du mouktsé dans le tiroir, c'est pas pour autant que la table devient interdite, comme on avait déjà vu la dernière fois. Et regardons justement ce détail. C'est une fois quelqu'un qui a fait un Sheva Brachot. Il a fait un Sheva Brachot pour son fils. Le veille de Shabbat, il a allumé dans la salle des bougies de Shabbat. Et il a mis les bougies sur une chaise proche du mur. Après le repas de Shabbat, est arrivé la personne de ménage, qui faisait le service, pour organiser la salle pour le lendemain midi. Il a enlevé les bougies de la chaise et il a rangé les chaises avec toutes les autres chaises empilées pour pouvoir nettoyer le parterre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pendant que tu as fait rentrer Shabbat, la chaise était interdite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bougies dessus. D'accord? C'est la parole a été c'est pendant le Shabbat. C'était une base pour quelque chose d'interdit, un support pour quelque chose d'interdit. Maintenant que c'est intelligent, il a mélangé la chaise avec toutes les autres chaises. Toutes les chaises sont interdites de déplacer Shabbat, parce que tu ne sais pas c'était quelle chaise qui était interdite. Dans ces cas-là, rentre le critère de Bitul Berov, annulé dans la majorité. Qui veut dire quelque chose d'interdit, qui s'est mélangé dans la majorité d'objets qui ressemblent, qui sont permis, on ne fait pas attention à la chose qui était interdite. Le fait que cette chaise était interdite, et elle reste interdite, et qu'au final, elle continue à être, comment on appelle ça, elle continue à être interdite pendant Shabbat, mais elle a été mélangée dans des objets permis, je ne fais pas attention. Mais dans ce cas-là, on a encore deux critères. Il y a deux façons de pouvoir annuler cette permission. Premièrement, la sorte de l'interdiction, et deuxièmement, le détail qui a été interdit. Tout d'abord, il y a une règle dans toutes les lois de Bitul Berov, que d'avar sheyesh lo matirin et nobatel, qui veut dire, quelque chose que tu pourrais éventuellement le permettre ne peut pas annuler. Qui veut dire, n'importe quelle interdiction momentanée, que plus tard il va être permis, sans forcément le voir l'annuler dans la majorité, on ne va pas l'annuler dans la majorité, parce que ce n'est pas quelque chose qui est interdit éternellement. Il est interdit maintenant, plus tard il sera permis, donc attends qu'il soit permis. Pareil ici, puisque cette chaise est interdite seulement jusqu'à la fin de Shabbat, cette interdiction ne peut pas être interdite parce qu'il est annulé dans la majorité, parce que la fin de Shabbat devient permis. Deuxièmement, il y a toute une série de choses qui, à cause de leur importance, ils ne peuvent pas s'annuler, même s'ils se sont mélangés dans énormément de choses importantes. Le Ramo, il te dit la fameuse phrase que d'avoir chez Béminian, quelque chose que tu le vends en fonction de son compte. Tu veux dire, tu as des fois que tu vas dans un marché ou tu vas dans un endroit et il te vend des choses au kilo. Et des fois, il te vend des choses à la pièce. Quelque chose qui te vend à la pièce, ça donne de la valeur à la pièce, beaucoup plus qu'au kilo. C'est pas que je fais un kilo d'orange, j'en ai 10. Non, tu as acheté, tu payes pour chaque orange. Quelque chose qui est d'avoir chez Béminian, quelque chose qui dépend de son compte. Il n'est pas battel, il n'est pas annulé, parce que ça montre qu'il a une importance. La preuve, c'est que tu vends chaque chose. Pareil, les chaises, en règle générale, tu ne vends pas des chaises en disant j'en achète 50 séries, il y a des séries. En règle générale, tu payes pour chaque chaise. D'accord. Maintenant, comment on peut permettre alors une telle situation avec le cas de la chaise de Sheva Brachot? Il y a la vie de Rabbeinu Tam. La vie de Rabbeinu Tam, la Mishnah, elle te parle dans le cas où tu as caché une marmite avant Shabbat, ce qu'on appelle Atmana, c'est le sujet de Bichou, on verra ça une autre fois. Et pour s'assurer, avant ils avaient l'habitude de mettre une marmite dans la terre pour garder la chaleur, etc., à l'entrée de Shabbat. Et
à l'époque, ils n'avaient pas la tête, tu pouvais mettre comme des bobines de laine qui peuvent entourer, vous n'avez pas de serviette ou quoi que ce soit, pour entourer la marmite pour la garder en chaleur. Le problème, c'est que ces bobines de laine sont mouktsé. Tu n'as rien à faire avec les bobines de laine, tu ne vas pas faire un habit pendant Shabbat. C'est pas une serviette, etc. Tu ne peux pas les enlever de la marmite pendant Shabbat. Viens la Mishnah, elle te dit, comment tu fais? La Mishnah elle te dit, tu prends le couvercle qu'il y a dans la marmite, automatiquement il se déplace de la bobine de laine, il se sépare, et les bobines de laine ils tombent sur le côté automatiquement, parce que tu as enlevé le couvercle, après tu peux les déplacer. Ah, ils te disent qu'a priori, les Rishonim te demandent la question, c'est devenu une bassiste, c'est devenu à la source, c'était une base pour des choses interdites. Parce qu'au moment de Shabbat, les bobines de laine l'ont interdit. Et chacun te répond, le terme te dit, quand est-ce qu'on dit que ça devient une base pour les choses interdites? C'est quand tu n'avais pas l'intention de l'utiliser pendant Shabbat. Par exemple, un tonneau que tu ne vas pas l'utiliser pendant Shabbat et que pendant Shabbat, tu as décidé d'aller te servir de la du vin ou quoi que ce soit. Et quand, depuis le départ, avant Shabbat, tu avais décidé que tu allais utiliser cette marmite, que c'est la raison pour laquelle tu as cuisiné, automatiquement tu peux. Et donc, par rapport à notre question, une base, un support qui a été mis là-bas pour rester là-bas tout Shabbat, même si tu as l'intention de l'enlever de manière permise, comme on a dit tout à l'heure, la base n'a pas été interdite. Dans la Chante, il n'y a pas comme le Tam, mais ça a été amené dans le Shulchan Aruch, le deuxième avis, le Yesh Omrim. Et donc les poskim te disent que dans la situation dans laquelle il pourrait éventuellement engendrer une perte, on peut se pencher, on peut s'appuyer sur cet avis et éventuellement permettre de pouvoir les déplacer. Et donc dans notre cas, puisqu'on a pris un non-juif et on lui a demandé de mettre en place la salle pour le Shabbat Brachot ou quoi que ce soit, on savait très bien qu'il allait certainement bouger la chaise, ça pouvait arriver une fois que les bougies se sont éteintes. Et donc c'est comme si que tu as mis les choses là-bas, pas pour qu'ils restent là pendant tout le Shabbat, parce que d'après Rabbi de Tam, puisque depuis le départ je savais qu'ils allaient être déplacés pendant le Shabbat, les chaises ne sont pas devenues un support pour les choses interdites, et donc c'est permis. Et si jamais on ne va pas rendre l'autre avis, qui te dit que non, puisqu'on ne sait pas, toutes les chaises sont interdites, puisque tu vends une chaise séparément, on peut s'appuyer sur la vie de Rabbi de Tam, que quand il y a un F7, quand il y a une perte, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va rester debout, on ne va pas pouvoir manger pendant le Shabbat, à ce moment-là on pourra aussi le déplacer. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra quelles sont les différentes manière de pouvoir déplacer un mouktsé de manière détournée par la yabra, par le cou, par les autres moyens. Quand on n'a pas les autres possibilités qu'on a vues jusqu'à présent, le cours sera rappelé sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.